m'appelle Sylvie Guillaume, je suis agrégée d'histoire, docteur d'État. J'ai assumé finalement toutes mes responsabilités, toutes mes activités pédagogiques ici à Bordeaux 3, et, ce qui s'appelait Bordeaux 3, et j'ai assumé un certain nombre de responsabilités administratives. Alors j'ai été directrice de l'UFR d'histoire, je ne vous donne pas trop les dates parce que je m'en souviens plus trop bien. J'ai été directrice du centre justement dont je vous ai parlé, du centre d'études des mondes modernes et contemporains, du CEMS. J'ai eu la responsabilité de la MSHA entre 1999 et 2002. Ensuite, j'ai quitté la MSHA à mon mandat, alors que je n'y étais pas obligée, mais parce que j'étais membre de l'Institut universitaire de France et que c'était pas compatible, parce que l'Institut universitaire de France, c'est pour faire de la recherche, pas pour faire de l'administration. Et puis ensuite, j'ai été vice-présidente de l'université de Bordeaux 3, sous la présidence de M. Saint-Gravé. Voilà. Et alors au point de vue recherche, très rapidement, j'ai beaucoup de spécialités ou de spécialisations. J'ai fait une thèse d'État sur l'histoire politique française, donc c'est vrai que c'est mon domaine fort, et à Sciences Po Paris, je fais donc un séminaire sur la Ve République, et j'organise des colloques, notamment un colloque sur M. Chirac au mois de mai. J'en ai organisé sur Procard, bon voilà, ça c'est le point fort. Je suis spécialiste des études canadiennes et je suis spécialiste du franco-allemand et aussi de l'Afrique, un petit peu. Voilà, donc j'ai navigué, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Senghor et sur le Sénégal. Alors aujourd'hui je suis à la retraite, donc je suis professeur, ce qu'on appelle professeur émérite, c'est-à-dire que j'ai encore la possibilité de diriger des travaux de recherche, et je suis, comme on dit souvent, une retraite active, parce que j'ai pris ma retraite en 2009 officiellement, mais j'ai un séminaire donc à Sciences Po Paris, j'y organise des colloques, et je suis toujours aussi membre du CEMS, de l'Université de Bordeaux 3. Donc mes activités, à présent, elles ne peuvent plus être administratives. Elles sont un peu pédagogiques, parce que le séminaire de Sciences Po s'adresse à des doctorants en sciences politiques et en histoire contemporaine. Et elles sont surtout des activités de recherche. Alors, je n'ai fait qu'un mandat, entre 1999 et 2002. Je vous ai donné la raison, parce qu'effectivement, étant nommé membre de l'Institut universitaire de France, il m'était difficile de continuer d'assumer des responsabilités administratives. Et j'avais la chance d'avoir un directeur adjoint qui était Christophe Bounot, et donc c'est Christophe Bounot qui a pris ma succession ensuite, donc voilà. Quand j'ai été nommée directrice de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, j'ai pris, moi, la succession de Jean Dumas, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, et Jean Dumas est un géographe, il est resté au moins 11 ans, 10-11 ans à la direction de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Et moi, je suis arrivée à un tournant. Si vous voulez, au départ, j'en voulais pas. Disons que ce n'était pas mon ambition d'être directrice de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Mais cette maison était un tournant. Et le ministère, et au ministère, notamment à la direction de la recherche avec un historien qui s'appelle Maurice Garden, réfléchissait sur l'avenir de la maison. C'est-à-dire que cette maison, elle date, on fête les 40 ans, mais en fait elle date d'avant les 40 ans, puisque en gros elle a été créée par Fernand Braudel, qui était directeur de la fondation de la Maison des sciences de l'homme de Paris, et cette maison était un tournant à plusieurs titres. Quand je l'ai pris, on m'a demandé effectivement en quelque sorte, de dynamiser la recherche. Non pas qu'elle n'existait pas, la recherche sous Jean Dumas, elle existait, puisque je vous ai dit, c'est mon mari Pierre Guillaume qui a lancé le quadriennal recherche. Jean Dumas en était à mi-parcours d'un quadriennal, donc la recherche existait à la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Mais pour vous expliquer un peu les choses, cette recherche est en concurrence avec la recherche d'autres universités.
notamment Bordeaux 3, mais Bordeaux 4, l'IEP, etc., où il y a des centres de recherche. Et donc le problème pour cette maison, c'était d'affirmer en quelque sorte son identité, ce qu'elle représentait. Et ma tâche, elle était très simple. Où effectivement cette maison prenait un élan, je dirais, peut-être plus important dans le cadre d'un réseau, le réseau des maisons des sciences de l'homme dans l'ensemble de la France, ou bien alors elle était tout simplement menacée d'extinction. Donc voilà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé un audit, vous qui êtes en Infocom, vous savez ce que c'est-à-dire un audit de membres extérieurs, qui était là pour évaluer, car quand j'ai pris la maison, nous entrons, et ça vous êtes trop jeune pour le savoir, dans une ère d'expertise et d'évaluation de la recherche. Jusque-là, on faisait de la recherche, je dirais pas pour soi, mais bon, on s'auto-évaluait un petit peu. Là, on entre vraiment dans l'ère de l'expertise. Donc j'ai demandé un audit qui a été extrêmement sévère pour la maison. Bon, et qui a demandé deux choses, une internationalisation de la maison, enfin de la recherche dans la maison, et une recomposition. Alors j'ai commencé par un travail très désagréable, c'est-à-dire chasser des centres de cette maison, qui n'étaient pas, soit qui n'étaient plus opérationnels, soit qui n'avaient pas lieu d'être dans cette maison. Je pense à l'université, maintenant qui s'appelle l'université du temps libre, mais qu'on appelait l'université du troisième âge, qui a ses fonctions, qui a son utilité, mais qui, à la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, ça faisait un peu une maison de retraités, de seniors. Bon. Donc je les ai chassés là aussi, et j'ai essayé de voir quelles étaient les deux forces importantes de cette maison dans le domaine de la recherche. Et j'ai vu deux domaines, le Canada, car le centre d'études canadiennes était logé ici, et là évidemment j'étais experte en la matière, et l'Afrique. Et l'Afrique, je dois dire que c'est mon plus gros succès, parce que j'ai réussi à réunir des chercheurs qui au départ s'ignoraient totalement ou se détestaient cordialement, car la recherche c'est un peu ça aussi. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec M. Darbon, qui à l'époque était le directeur du centre d'études d'Afrique noire à l'IEP, avec des gens de Bordeaux 4, avec la Maison des Suds aussi, un peu plus de difficultés, et surtout avec la Maison des sciences de l'homme de Paris, qui était dirigée, et à ce moment-là, ça y est, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, et donc on a créé un pool Afrique, qui maintenant subsiste, mais plus sous la même forme, et qui a en quelque sorte donné l'impulsion, avec le Canada, l'impulsion internationale de la maison. La deuxième chose, le deuxième point, je résume tout ça, mais le deuxième point, c'est que j'ai créé un conseil scientifique, me plaçant dans la notion d'expertise et d'évaluation. Un conseil scientifique était composé de gens extérieurs à la maison, qui jugeaient, en quelque sorte, qui évaluaient, pas qui jugeaient, mais qui évaluaient la qualité des projets de recherche qui se faisaient dans la maison. Donc ça s'est fait. Et j'ai ouvert la maison aux jeunes, c'est-à-dire aux jeunes doctorants. J'ai créé une salle des doctorants qui existe toujours, et des bureaux pour les chercheurs étrangers qui venaient travailler ici dans les labos. Les points faibles, encore que ce soit ambigu, c'est le statut de l'association. C'est une association loi 1901. Ça a de gros avantages. C'est la liberté. Vous faites ce que vous voulez. Mais le directeur est directement responsable. C'est pour ça qu'on a un expert comptable d'ailleurs, parce qu'il est responsable aussi pénalement des deniers. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ça, je dois dire que tous les directeurs qui ont dirigé cette maison ont été très soucieux des deniers publics. Bon. L'inconvénient de ce statut d'association, d'abord, c'est qu'il est quasiment unique. Et comme il fallait intégrer ce que nous avons fait, puisque j'ai été vice-présidente du réseau des MSH, Christophe Bounou ensuite l'a été, et Pierre aussi, je veux dire, mais dans la mesure où on a intégré cette maison dans le réseau des MSH, les MSH en France avaient des statuts très différents. Et nous, on avait ce statut un peu particulier d'association
qui donc était ambigu par rapport au CNRS, où là se fait la recherche, ambigu aussi par rapport aux universités, et on sait toujours, d'ailleurs, Christophe Bouneau s'est posé la question, quand l'université de Bordeaux, la grosse, à laquelle j'ai participé, mais alors en tant que vice-présidente, quand l'université de Bordeaux s'est créée, évidemment, quid de la MSH? Est-ce qu'elle allait intégrer à part entière tout ça? Et il y a toujours eu ce problème sur le site bordelais, et qu'ont eu à affronter tous les directeurs de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, comment s'affirmer face à Bordeaux 3, Bordeaux 4, Bordeaux 1, Bordeaux 2, et ensuite face à l'université de Bordeaux. Et ça, c'est un vrai problème. Et on nous disait, vous ne pouvez pas vous intégrer, vous êtes une association. Donc vous n'êtes pas au même niveau des autres institutions. Vous qui faites de l'histoire organisationnelle, vous connaissez ça. Donc ça, c'est un premier, c'est une faiblesse qui a ses avantages, mais qui statutairement peut être considérée comme une faiblesse, surtout avec l'évolution du site. La deuxième faiblesse, c'est le personnel. C'est le personnel de la MSH. La MSH est une association, comme je vous l'ai dit. Son personnel, il y avait deux types de personnel. Le personnel de la MSH, comme Marie-France Castéro, qui dépendait de la MSH Paris, puisque la MSHA est une création de la MSH Paris, et le personnel qui dépendait de Bordeaux 3. Et ça crée, si vous voulez, des disparités. Et c'est vrai aussi que, moi je sais que je me suis battue, mais Jean Dumas aussi s'est battu, pour faire admettre à la MSH Paris que le personnel, il y avait Madame Castéro, il y avait aussi Omar Bouchta, le chef de l'informatique, et notre chère Anne-Marie Pasquet, j'ai toujours une pensée pour elle, qui était au secrétariat général avant Yann Oliva, et qui est décédée maintenant. Et donc il y avait toujours ce problème de faire valoir ce personnel, parce que finalement la MSH Paris, elle pensait à son propre personnel à Paris, et puis le personnel qu'il y avait à Bordeaux. Troisième problème qui a commencé d'ailleurs qui se pose, c'est le problème de la dépendance. Quand j'ai pris la direction de la MSH dépendait essentiellement du financement de l'État, du ministère de l'Éducation et de la Recherche. Tant pour financer la recherche que pour financer les infrastructures et la maintenance. Et chaque année, Jean Dumas le faisait, moi je le faisais, nous prenions nos bâtons de pèlerin, on allait à Paris, et qu'est-ce qu'on faisait? On allait demander des sous, hein, pour entretenir les salles, pour entretenir... Alors c'était une négociation pas possible, bien entendu, mais bon, on y arrivait, on avait un interlocuteur. Le problème, c'est que maintenant, le budget, l'État se désengage, comme il se désengage partout. Alors au niveau de la recherche, il y a quand même une structure qui a pris le relais, qui a bien pris le relais, c'est la région, qui finance beaucoup de projets, et qui les finance bien. Je ne dis pas que l'État s'est complètement désengagé, mais enfin la région a pris de l'importance dans cette maison que moi je n'ai pas connue. À mon époque, bon, il y avait des projets de la région, mais enfin ça n'avait pas cette dimension que ça a pris, je pense, sous Christophe Bouneau. Et la deuxième chose qui est un peu plus gênante, c'est la dépendance financière de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine vis-à-vis de Bordeaux 3. Maintenant Bordeaux-Montaigne. Et quand Bordeaux-Montaigne veut faire des économies, eh ben, elle fait aussi des économies sur le budget de la MSHA. Et donc ça, c'est un réel problème. D'autant que, et c'est là la contradiction, si vous voulez, de cette maison, et c'est là-dessus que je terminerai sur le plan de l'organisation, c'est que la MSHA a pour vocation d'avoir des projets de recherche interdisciplinaires. Elle les a d'ailleurs. Il y a des gens de Bordeaux, des juristes, il y a des gens d'Ozonus qui ont des projets. Quand j'avais monté ce gros pool sur l'Afrique, j'avais des gens de l'IEP, j'avais des gens aussi alors, de Bordeaux, etc. Il y a des anthropologues, etc. Donc, et c'est sa vocation, la multidisciplinarité. Et tant mieux, je veux dire. Mais d'un autre côté, la trop forte dépendance vis-à-vis de Bordeaux 3, c'est un peu contradictoire. Et ça crée des problèmes.